Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est le fils de l'économiste Paul Jorion et de l'écrivaine Corinne Wex. Après des études à l'Université libre de Bruxelles, histoire de l'art et archéologie, il fait une SAS en section montage. Après un cursus comme monteur et à différents postes sur des longs métrages, il partage à présent son temps entre le documentaire Au bord du monde, Saint-Kilda 2017, Que le diable m'emporte en 2014 et à la fiction Les Demoiselles en 2004 ou encore Le Grand Jeu en 2010. Il écrit également dans les colonnes culture du journal L'Écho. Il s'agit de Sylvestre Sbille. Il vous présente son premier roman, J'écris ton nom, aux éditions Belfond, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Clémentine, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Sylvestre Sbille, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume Sautet. Comment allez-vous, Sylvestre ? Écoutez, ça va très très bien, malgré le fait que nous enregistrions aujourd'hui dans une canicule historique. Malgré ça, on tient le bon bout, on a fermé ses volets et on reste au frais. Et vous avez bien raison, et on va être au frais avec vous qui nous écoutez également, et vous allez découvrir Sylvestre comme jamais, pour celles et ceux qui vont vous découvrir. Sylvestre, racontez-nous, votre expérience comme monteur pour notamment le cinéma et la télévision. Ça doit être tellement enrichissant. Racontez-nous un petit peu ce métier de monteur. Écoutez, j'ai pas été monteur très longtemps. Le montage, c'est quelque chose que j'ai étudié à l'école de cinéma. Après, j'ai été monteur de temps en temps pour la télévision, mais sinon, je réalise plutôt. J'ai cette chance et donc, comme vous le disiez, je fais des documentaires. J'ai fait aussi 2 longs métrages de fiction. Un qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Les Grands Seigneurs, et un autre qui est sorti en 2015, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelait Je te survivrai, et qui racontait l'histoire d'un homme qui était coincé au fond d'un puits. Alors voilà, mais non, le cinéma, comme vous disiez, c'est quelque chose oui, c'est un métier fascinant, mais en Belgique, pas toujours évident de pousser jusqu'au bout tous les projets qu'on a, en Belgique ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est un métier parfois compliqué parce qu'il faut imposer son univers à des gens qui eux ont les financements et qui détiennent les cordons de la bourse et qui les tiennent parfois bien serrés. Et donc voilà, il faut les convaincre. Ouais, c'est compliqué de percer dans ce métier. Voilà, pour celles et ceux qui vous écoutent une nouvelle fois et qui se disent mais oui, tiens, moi ce que dit Sylvestre, c'est incroyable, il fait dans le cinéma, il réalise, moi aussi j'ai envie de faire ce métier. C'est compliqué, il est vraiment compliqué ce métier. Oui, écoutez, tout est compliqué dans la vie, hein, donc autant faire les choses qui vous tiennent à cœur. Donc si pour parler à vos auditeurs qui ont envie de faire ça, il faut évidemment continuer à essayer jusqu'à ce que ça marche. Aujourd'hui, la technologie permet de tourner un peu ce qu'on veut avec un iPhone. Après, ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes idées et puis beaucoup de caractère pour, on va dire, aller jusqu'au bout du projet. Trouver les bonnes personnes, celles qui vont justement vous permettre de trouver les sous. Le problème, si vous voulez, le cinéma, on peut résumer ça en disant que c'est un métier de prototype, c'est-à-dire que chaque film, c'est un peu comme construire le prototype d'une voiture, genre on a inventé une voiture qui marcherait à l'eau salée, et puis dans son garage, il faut construire cette voiture. Et donc voilà, chaque film, c'est un peu ça, aller trouver les gens qui vont croire à votre projet fou, ceux qui vont vous prêter de l'argent pour faire le premier truc, et puis voilà, ça demande beaucoup de sous comme n'importe quel prototype, ça demande beaucoup d'argent et donc ça demande beaucoup de temps et on dit souvent que les gens doivent être un peu fêlés pour faire ce métier parce que voilà, à moins que vous n'ayez, on va dire, une grosse boîte de production ou un distributeur Pathé ou Gaumont qui viennent sonner chez vous et qui viennent vous dire réalise-moi tel film. La plupart du temps, c'est un projet personnel que vous portez pendant des années et donc voilà, oui, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué pour la vie de famille, pour l'ego, pour expliquer à son banquier que voilà, il y a des moments avec, des moments sans, mais en même temps, quand ça marche, ça donne des gratifications au niveau du plaisir et de la vie qui sont vraiment grandes. Vous parliez de quand ça marche, on va rester un petit peu dans le cinéma, c'est tellement intéressant dans l'échange avec vous, professionnels. Une série qui est sur Netflix, c'est la 3e saison, je pense que vous devez vous en douter, La Casa del Papel, qui cartonne et qui pourtant, au départ, a été diffusée non pas sur Netflix, mais là-bas du côté de l'Espagne et qui ne fonctionnait pas vraiment. Et pourtant, Netflix a acheté les droits, acheté la série et c'est un carton. Quelle belle réussite aussi. Et l'innovation, vous parlez de
voiture qui pourrait rouler à l'eau salée. Là, pour le coup, ils nous ont bluffé. C'est excellent. Les acteurs sont très bons en plus. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une réussite, par exemple, La Casa. Écoutez, La Casa, il y a plein de choses positives à en dire. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est pas ma série préférée, mais bon, chacun ses goûts. Mais c'est vrai que on ne peut que leur tirer son chapeau par rapport au fait d'avoir rencontré le désir du public, c'est-à-dire avec une efficacité redoutable dans le suspense et la façon dont c'est écrit. Les personnages sont extrêmement trempés puisqu'ils ont chacun, on va dire, un code archétypal très fort avec ses noms de villes et tout ça. Les gens adorent ça. Et puis dans la troisième saison, encore plus que dans les deux premières, c'est un peu l'incarnation on va dire, de la résistance, du pouvoir central qui est représenté là par la police et par le gouvernement espagnol dans la Casa de Papel, mais qu'on arrive à, comment je vais dire, qu'on arrive à contraindre en étant une bande de révolutionnaires qui sont intéressés plus par, on va dire, démonter l'autorité d'un système presque totalitaire. Donc c'est ça, je pense aussi, qui inconsciemment ou consciemment plaît aux gens, c'est-à-dire que c'est un peu révolutionnaire comme contenu, surtout dans la saison 3 voilà, qui vient d'être accessible. Ils font carrément de la résistance. Donc voilà, au-delà de la violence, on va dire que les gens aiment toujours bien les histoires de casse et le côté suspense et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que les gens ont envie de voir et qui leur donne accès à une certaine liberté, une certaine insurrection et voilà, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de décroissance, ils ont besoin de croire en d'autres choses que toujours voilà, l'argent, le confort, la mondialisation. Ils ont envie d'aller un peu contre tout ça. Et voilà, je pense que c'est ça, un des secrets de Casa de Papel, c'est que ça vient rencontrer ce désir semi-conscient chez nous tous. Bon, pour les fans, sans tout leur dévoiler, il y aura une saison 4, mais on ne vous dit pas plus, bien entendu. Allez, Sylvestre, on continue, notamment quand vous n'écrivez pas. Je suppose que cela doit arriver. Qu'est-ce que vous aimez faire, oui, Sylvestre? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez faire? Écoutez, j'en ai beaucoup, mais j'écris un peu tout le temps parce que quand j'écris pas des romans, j'écris pour la presse puisque je suis critique de films et j'écris dans les colonnes du journal L'Écho, qui est un quotidien en Belgique, et donc là, je fais beaucoup de culture, de théâtre, des expositions. Et voilà, c'est-à-dire que les jours où je travaille ou les jours où je travaille pas sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que je m'intéresse un peu à tout. Là, j'étais en vacances près d'Avignon, ben hop, on va à Avignon voir quelques pièces. Là, je repars en Écosse à la toute fin des vacances, et ben j'y vais au Fringe, qui est le plus grand festival du monde. Il y a, je crois, 2000 et des spectacles sur quelques jours. Enfin, c'est quelques jours, quelques semaines. Donc, à vrai dire, tout se mélange. Je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films aussi pour mon plaisir, mais c'est vrai que ça nourrit ensuite ce que je peux en dire dans le journal. Je continue à développer des idées de séries documentaires, et puis, comme je vous disais, je continue à écrire. La publication de mon premier roman a ouvert des horizons nouveaux, donc tout ça est, ma foi, très agréable, et tout ça communique agréablement. Pas du tout de sport ou autre avec tout ça? Pas besoin de se réoxygéner ou des sorties entre amis ou rien du tout? Il y avait, Ah c'est ben, non. incroyable à vous écouter, il y a que le travail. Ah mais non, mais le travail, c'est ce que je vous disais, le travail et le plaisir, c'est la même chose une fois qu'on a la chance de pouvoir écrire sur le cinéma et de pouvoir vivre de ça et des histoires qu'on invente. Alors si le sport, ben demain s'il fait un tout petit peu moins chaud, mais je pense que comme on est parti, ça va être annulé, mais donc c'est ma partie de tennis avec mon médecin. Alors ça tombe bien, si jamais il doit me ranimer parce qu'on joue par 38 degrés, il sera là pour me faire un petit massage cardiaque. Non, sans plaisanter, j'aime bien aussi, c'est vrai. Le tennis, c'est une grande passion et elle se double d'une passion pour Roger Federer, qui pour moi est d'ailleurs à la jointure, si on peut dire, entre le sport et une forme d'expression artistique. C'est excellent, s'il y a des fans de Roger Federer, excellent, vous allez toucher le public là. Voilà, Et on veut tout savoir, hein. pour moi, Roger Federer est un grand artiste. Tout ce qu'il fait en tennis est de l'ordre entre la méditation zen et l'épure artistique. Il invente des coups, il a une élégance sur le court. Enfin bref, ce que tout le monde dit, mais c'est vrai que ça touche la finale de Wimbledon cette année, ça touche au sublime d'une autre manière on va dire que Michel-Ange ou que d'autres, mais ça touche au sublime quand même, d'une autre façon. C'est intéressant
à observer. Allez, nous sommes chez vous. On se dirige tout droit vers votre bibliothèque. On se l'imagine. On est avec celles et ceux qui vous écoutent également, avec vous. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver notamment à l'intérieur de celle-ci? Bah écoutez, beaucoup de bandes dessinées déjà, des milliers de bandes dessinées. Ensuite, beaucoup de journaux, de magazines que j'ai gardés, qu'on a voulu me faire jeter. Donc, le journal À Suivre, les BD de ma jeunesse, Corto Maltese et Manara. Et puis, des journaux de cinéma aussi, les premières depuis le tout début. Et puis, oui, beaucoup de livres de poche. Et voilà, parmi mes romans préférés, je cite souvent un roman de Frank McCourt qui s'appelle Les cendres d'Angela, qui raconte une enfance dans l'Irlande des années 50, 40. Et voilà, ça c'est un de mes romans préférés, puisque vous me le demandez. Et puis évidemment aussi Le Seigneur des Anneaux, qui, voilà, le Tolkien occupe une grande place dans ma bibliothèque, différentes éditions, des livres avec des illustrations et plein d'autres choses du même genre. Allez, Sylvestre Sbill, intéressons-nous cette fois-ci à votre premier roman, J'écris ton nom, aux éditions Belfond. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire ce roman? Expliquez-nous. Alors, je me suis posé la question parce qu'on me l'a posé plusieurs fois récemment. Euh, Quand j'étais petit, il y avait une sorte de rituel avec mes grands-parents. Mais j'étais vraiment tout petit, hein, j'avais 6 7 ans, et je leur posais des questions sur le grand-oncle pendant la guerre. Et le grand-oncle, c'était un peu le côté amusant de la famille. On me racontait toutes les bêtises qu'il avait faites. Et comme beaucoup de ces choses-là se passaient quand mes grands-parents étaient jeunes, ça se passait pendant la guerre. Et c'était une façon, je pense, de parler de la Deuxième Guerre mondiale et de moments très compliqués, très difficiles, mais de façon amusante pour un enfant. Et puis, au fur et à mesure du temps qui est passé, je me suis rendu compte que ça avait pétri mon imaginaire. Voilà, par exemple, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails, mais il y a un moment dont on me parle souvent. Les gens qui ont découvert le livre me parlent souvent de ce moment où donc on est en 1943. Et des gens sur une plateforme, sur un quai d'une petite gare pas très loin de Bruxelles, se rendent compte que des gens ont échappé et les entourent pour ne pas que la Gestapo et les soldats nazis ne les repèrent. Ça, c'est une histoire qu'on me racontait quand j'étais petit. Voilà, c'est comme ça que je pense que ça m'est revenu et je me suis rendu compte que c'était une histoire que je pouvais raconter moi-même, il y avait assez de résonance quand je me suis rendu compte que c'était une histoire vraie. Il y avait assez de résonance pour que ça soit à moi de le raconter. Mais peut-être que je devrais résumer un tout petit peu l'histoire pour vos auditeurs. Oui, on va bien sûr pouvoir faire le résumé dans quelques instants. Juste avant de le faire et de nous raconter en quelques mots cette, on va le dire, incroyable et folle histoire, hein, notamment que va vivre, on va en parler, hein, Yora et toute sa belle équipe. On va juste revenir, et ça peut intéresser aussi beaucoup de personnes qui vont lire votre roman. On va leur donner cette envie, notamment la phase de construction. Parce que là, vous avez vu, vous avez dit, ben, tiens, l'idée de départ, bon, je l'avais, et finalement, je me suis servi, ça m'a beaucoup aidé de prendre ce que me racontait ma famille. Voilà, donc ça, c'est un point de départ. Mais après, voilà, en termes de chapitres, en termes de recherche, tout ça, comment ça s'est venu après? Vous avez construit comment? Est-ce qu'il y avait un plan aussi? Peuvent le faire comme peuvent le faire certains auteurs ou alors pas du tout? Alors, il y a deux questions, vous même un peu plus dans votre question, mais donc Oui. la structure et le travail d'approche. Alors, le travail d'approche, c'est vrai que comme on est inspiré d'une histoire vraie et qu'on est en 1943, après j'ai lu une grande partie de tout ce qui me tombait sous la main sur l'époque, la résistance en Belgique dans ces années-là. Évidemment. Mais d'un autre côté, moi j'ai une formation, avant de faire des études de cinéma, j'ai fait des études en sciences humaines, en histoire de l'art, et là on nous apprend à traiter les sources avec beaucoup de précautions et de sérieux, et j'ai essayé de justement pas trop pousser ma documentation jusqu'à un niveau scientifique, on va dire, parce que j'avais peur que ça vienne empiéter sur la création. Si vous connaissez tout sur le bout des doigts, vous aurez tendance à vouloir mettre chaque détail dans votre histoire, alors qu'à un moment, le travail, c'est le contraire. C'est qu'il faut avoir beaucoup de documentation en tête parce que c'est très inspirant, mais à un moment, il faut tout laisser tomber pour vraiment laisser surgir l'histoire, les psychologies, les caractères, les personnages et les rebondissements, en oubliant tout ce que vous avez, enfin entre guillemets, en oubliant entre guillemets tout ce que vous avez
déjà appris. Donc j'ai eu une grande phase de quelques mois très intense de documentation, et puis un moment, une table rase de façon à laisser l'imaginaire travailler. Et alors là, comme vous disiez, la structure, ça peut être intéressant de savoir plus ou moins où on va. Ça peut être aussi intéressant, je pense, pour un roman, de ne pas avoir trop jalonné les choses pour justement se laisser surprendre par où le personnage va vous emmener une fois qu'il commence à avoir sa vie propre. Et c'est fascinant de regarder vivre le personnage que vous avez créé ou qui s'est créé un peu à travers vous et malgré vous, et voir comment il va tracer sa propre route, qui est souvent une route encore plus juste et plus intéressante que celle que vous aviez prévue pour lui. Sylvestre Asbille, vous avez réussi dans ce premier roman empreint de réalisme magique, le tour de force d'inoculer à son lecteur toute la fureur de vivre d'individus éblouissants, surnageant dans la vaste noire de l'occupation. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que va vivre notamment Youra et sa bande d'amis, et on peut le dire, avec ce roman, vous nous captivez du début jusqu'à la fin, donc bravo à vous, Sylvestre. Ben, écoutez, merci beaucoup. Alors pour résumer l'histoire, nous sommes à Bruxelles, je l'ai dit, en 1943. 1943, c'est une année particulièrement noire. Déjà, les premières années de l'occupation le sont évidemment, mais au fur et à mesure du temps qui passe, les nazis qui se sont installés dans nos grandes villes européennes commencent à durcir le ton. Notamment avec des lois anti-juives qui se multiplient, et donc au départ les juifs ne peuvent pas aller à la piscine, et puis ensuite ils ne peuvent plus aller à l'école, et puis ils ne peuvent plus enseigner, et puis ils ne peuvent plus faire partie de la fonction publique, et puis finalement on leur fait comprendre avec l'étoile jaune qu'ils ne peuvent même plus être dans les rues. C'est une façon cynique et efficace pour l'occupant nazi de préparer la population juive à la déportation et à accepter un sort extrêmement peu enviable, mais à l'accepter plus ou moins, et à obéir aux ordres qui vont être donnés, de se concentrer et ensuite d'être envoyés au cœur du Reich pour l'anéantissement. Et donc voilà, 43, une année noire. Parmi tous les jeunes gens qui vivent à Bruxelles, il y en a certains qui refusent de se laisser complètement abattre. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Youra, qui est notre héros, Youra Lifshitz. Il a 25 ans, il vient d'être diplômé médecin, mais c'est un médecin qui est interdit d'exercer puisqu'il est juif. Et avec sa bande d'amis, il continue à se voir le soir, à vouloir refaire le monde en secret, défier le couvre-feu, écouter du jazz, de la musique interdite, et essayer de voir comment on va ne pas complètement céder aux pulsions de mort. Et voilà, que les nazis leur insufflent tous les jours. Et donc voilà, sur un coup de tête, on peut dire comme ça, Youra va avec deux amis d'enfance et des moyens complètement dérisoires, c'est-à-dire 3 vélos, ils partent à vélo, avec 2 pinces coupantes et une lanterne achetée la veille, et puis un pistolet avec 7 balles qu'on lui a prêté le jour même. Youra va se positionner sur une voie de chemin de fer au milieu de la nuit, et il va, avec cette lanterne et ses 2 amis, arrêter le train qui part pour Auschwitz. Et voilà, c'est un cas évidemment assez unique dans toute l'histoire de la résistance en Europe pendant toutes ces années. Et mon histoire s'intéresse à lui, à ses amis, à tout ce groupuscule de jeunes, mais aussi aux gens qui sont dans ce train. Et d'habitude, c'est un réflexe, je pense, d'auteur et d'humain, c'est que quand on est dans une position particulièrement inconfortable, on s'autorise à traiter le sujet de façon un peu extérieure. Et ici, je me suis un peu forcé, d'ailleurs sur les conseils de ma compagne qui est auteur depuis quelques années, qui s'appelle Emmanuelle Pirotte et qui a déjà publié plusieurs romans. Elle m'a dit, c'est le moment où tu dois t'astreindre à vraiment traiter ton sujet et pas faire comme on ferait dans un scénario, c'est-à-dire rester assez extérieur et montrer plutôt les actes. Ici, il faut rentrer dans les psychologies, non seulement du Youra, mais aussi des gens qui sont dans ce concentré de morts que sont les wagons des trains qui partent pour les camps. Vous avez réussi complètement à jouer avec la psychologie des personnages qu'il y a dans ce roman. C'est de nous faire imaginer en quelque sorte ce qu'ils pouvaient ressentir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est vraiment du réel, effectivement. Donc bravo encore une nouvelle fois.
Ben, merci beaucoup. Ben, ce que je dois dire, c'est que malgré le côté extrêmement romanesque de tout ça, les personnages dont je vous parle sont des gens qui ont existé et donc et qui ont, pour certains, parfois après bien des années de silence traumatique, ont parlé de leur expérience parce que ben, la suite de l'histoire vous le raconte, la suite du livre le raconte. Le plus incroyable, c'est que non seulement ils ont essayé d'arrêter ce train, mais ils y sont parvenus. Et donc, il y a des gens qui ont sauté de ce train et il y a des gens, ils ne sont plus là la plupart du temps parce que le temps est passé, mais leurs enfants sont là pour nous raconter ce qu'eux-mêmes racontaient sur ces nuits et sur ces jours de voyage et sur ces moments totalement fous et presque fantasmatiques, mais qui ont vraiment eu lieu, de portes qui s'ouvrent et de gens qui sautent. Quels sont vos projets pour la suite, Sylvestre? Ah bah écoutez, je réfléchis à d'autres livres à écrire et puis je suis sur un projet de documentaire également, mais c'est un métier où on évite de trop s'aventurer sur le futur parce qu'on ne sait absolument jamais quel projet va vous nourrir en premier, celui qui va se financer en premier quand il s'agit de films ou de documentaires. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui flottent dans les airs pour l'instant. Passons tout de suite à la minute cool, si vous le voulez bien. Plutôt sport ou détente? Bon, là, ben, plutôt les deux, à vrai dire, l'un entretient bien l'autre. Vous faites du sport pendant un petit temps et puis la détente est encore meilleure, on va dire comme ça. Citez trois mots qui, selon vous, définissent la Belgique. Ah, alors, ben, c'est tout des doubles mots. J'allais dire cool attitude, un mot anglais, mais donc un côté, on va dire, décontracté, mais souvent dans le bon sens du terme, parfois un peu trop décontracté, c'est-à-dire qu'on se prend parfois pas assez au sérieux. Donc ça donne un côté très sympathique, mais parfois aussi un peu dilettante, mais bon, que j'aime bien en même temps. Alors j'allais dire bien vivre, encore une fois, c'est plusieurs mots, mais donc je crois que le Belge est attentif à des plaisirs simples, de rencontres, de partage et de bonne humeur, souvent proche de la bière et des terrasses et de symboles comme ça de savoir-vivre et de bien vivre. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La pluie qu'on appelle de nos voeux aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt la canicule. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? Bah, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué, hein, je sais pas. Oui, je dirais ça, je dirais mes enfants. Ouais. Bon, ben on embrasse Extrêmement vos fier. enfants. Je dois assumer maintenant. Je suis extrêmement fier de mes enfants, de mes deux filles. Oh, ben on les embrasse, les deux filles. Si elles nous écoutent, et j'en suis sûr. Plutôt frites ou pâtes? Oh là là, alors attendez, mais de nouveau, je vais botter en touche en répondant les deux. Il faut pas. Ce serait dommage de se priver de celle qu'on ne va pas choisir. Donc, de nouveau, là, ça dépend. En Belgique, on mange plusieurs fois par jour, donc on va dire les frites à midi, et puis le soir, un repas plus italien. Allez, soyons fous. Quel est le dernier film que vous ayez vu? Ah bah écoutez, j'en vois tellement, j'en vois presque Eh un par oui. jour. J'en vois presque un par jour. Ah ben non, j'ai revu avec un plaisir fou. Comme il fait si chaud, on regarde des films même à toute heure. Donc hier midi, avec ma fille cadette, on a regardé Manhattan de Woody Allen. Elle m'avait demandé s'il y avait moyen de voir ça, et donc j'ai revu ce film à mon avis pour la 10e fois de ma vie, avec toujours autant de bonheur. C'est d'une intelligence folle. J'ai l'impression que c'est presque de la philo parce qu'il a cette espèce de regard sur le monde qui est toujours extrêmement cynique, très drôle, ironique, et qui en même temps nous dit tellement de choses sur l'humanité, sur notre finitude, sur nos angoisses et sur ce qui nous rend beau en même temps, parce qu'il est totalement fragile dans ce film. C'était assez rare aussi de voir un homme blanc de 40 ans de qui on attend tellement de choses primaires et qui montre toute sa fragilité, toute sa féminité. Je trouve ça magnifique. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Ah, oh, vous avez des questions compliquées. Capitaine Fracasse. C'est un côté complètement amateur, mais en même temps complètement dans sa folie dans son vieux château en ruine avec ses comédiens fous. Je trouve que ça me plairait en tout cas. J'essayerais d'être le Capitaine Fracasse. Enfin, Sylvestre, si vous aviez un rêve, ce serait lequel? Ça me rappelle une citation pas mal, ça.
mais elle m'échappe à l'instant, c'est dommage. Continuer le plus longtemps possible à faire ce que je fais, c'est-à-dire inventer des choses, voilà, des choses, des univers et des gens, et aller à la rencontre de toutes ces mystérieuses personnes qui m'attendent encore, j'espère, et que je vais essayer d'emmener avec moi dans des récits multiples et variés. Sylvestre Sbill, rappelons que vous êtes l'auteur de J'écris ton nom aux éditions Bellefond. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Ben, merci à vous surtout. Bonne journée, merci. Mais avec un immense plaisir, j'espère que ça vous a beaucoup plu et que vous reviendrez pour le prochain. Ah ben avec joie, ça me donne une raison de continuer. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!